Épreuve de physique-chimie au brevet des collèges, Pondichéry, 2021. Triathlon. Le triathlon est une discipline sportive réunissant 3 épreuves: la natation, le cyclisme et la course à pied. Épreuve de natation. Les concurrents démarrent le triathlon par une épreuve de natation. Nous disposons d'une chronophotographie d'une partie du déplacement d'une nageuse. On rappelle qu'une chronophotographie est une succession de clichés pris à intervalles de temps égaux. Décrire la trajectoire de la nageuse. Les points représentant la nageuse sont situés sur un segment de droite. Donc la nageuse a une trajectoire rectiligne, la trajectoire de la nageuse est une droite. Décrire l'évolution de la vitesse de la nageuse au cours du temps. Justifier la réponse. Les distances séparant les images consécutives de la nageuse sont égales. Donc, la nageuse parcourt des distances égales en des intervalles de temps égaux. La vitesse de la nageuse au cours du temps est constante. La trajectoire de la nageuse étant une droite, le mouvement est rectiligne. La vitesse de la nageuse étant constante, le mouvement est uniforme. Épreuve de cyclisme. À la sortie de l'eau, les concurrents récupèrent leur vélo. Une athlète souhaite utiliser le vélo le plus léger possible parmi 2 modèles à sa disposition. Le vélo 1 en fibre de carbone et le vélo 2 en aluminium. Les dimensions des 2 modèles sont strictement identiques. Les volumes des tubes constituant les cadres sont les mêmes. Seuls les matériaux utilisés pour les cadres diffèrent. Préciser le modèle choisi par l'athlète, justifié. On nous donne la masse volumique de la fibre de carbone et la masse volumique de l'aluminium. La masse du cadre s'obtient en multipliant le volume du cadre par la masse volumique du matériau le constituant. Comme le volume du cadre est le même pour les 2 vélos, le vélo dont la masse sera la plus petite correspondra au vélo fait du matériau dont la masse volumique est la plus petite. Le vélo le plus léger sera celui fait en fibre de carbone. La masse du vélo s'obtient en multipliant la masse volumique du matériau le constituant par le volume du cadre. M est égal à ρ fois V. Or, les cadres des vélos ont le même volume. Donc la masse du vélo est proportionnelle à la masse volumique du matériau. Le vélo dont la masse sera la plus petite correspond alors à celui dont le matériau a la masse volumique la plus faible. La cycliste doit choisir le vélo fait en fibre de carbone. En effet, la masse volumique de l'aluminium est égale à 2,7 fois 10 puissance 6 grammes par mètre cube. Si l'on divise par 1000, cela correspond à 2,7 fois 10 puissance 3 kg par mètre cube. Et la masse volumique de la fibre de carbone vaut 1,8 fois 10 puissance 3 kg par mètre cube. Ainsi, la masse volumique de la fibre de carbone est inférieure à la masse volumique de l'aluminium. Elle doit donc choisir le vélo 1. La pression des pneus est une donnée importante pour augmenter les performances. Le graphe ci-dessous donne la pression des pneus recommandés en fonction du poids du cycliste. La pression du pneu en barre est indiquée en ordonnée. Le poids du cycliste en newton est indiqué en abscisse. Déterminer la valeur de la pression à appliquer aux pneus du vélo d'une cycliste dont la masse est de 65 kg. Toute démarche proposée sera prise en compte. Pour l'intensité de la pesanteur sur Terre, on prendra G indice T égale à 10 Newton par kilogramme. Nous avons ici la masse de la cycliste qui vaut 65 kg, ainsi que l'intensité de la pesanteur terrestre qui vaut 10 Newton par kilogramme. À l'aide de ces 2 données, nous pourrons déterminer le poids de la cycliste, puis à l'aide du graphe, connaissant le poids de la cycliste, nous pourrons déterminer la pression du pneu. Le poids de la cycliste vaut
P égale à masse multipliée par G indice T. Masse multipliée par l'intensité du champ de pesanteur. La masse de la cycliste doit être exprimée en kilogrammes. L'intensité du champ de pesanteur vaut 10 newtons par kilogramme, ce qui nous donne un poids de 650 newtons. À l'aide du graphe, nous allons déterminer la pression du pneu correspondant à un poids de 650 newtons. Alors, nous reportons le point d'abscisse 650 newtons sur le graphe et nous lisons l'ordonnée de ce point. Pour un poids de 650 newtons, la pression des pneus recommandée est de 6,5 bar. Graphiquement, la pression du pneu recommandé est de 6,5 bar pour un poids de 650 newtons. Épreuve de course à pied. Les concurrents terminent le triathlon par une épreuve de course à pied. Sur le parcours, des verres de boissons énergisantes à base de glucose sont proposés au point de ravitaillement. Une molécule de glucose a pour formule chimique C6H12O6. Précisez le nombre et le nom de chacun des atomes composant une molécule de glucose. Nous avons l'extrait de la classification périodique des éléments. Alors, d'après la formule chimique du glucose C6H12O6, nous pouvons déterminer la présence d'un atome de formule C, c'est-à-dire d'un atome de carbone. En fait, il y en a 6. Il y a 6 atomes de carbone, mais également d'un atome de formule H qui correspond à l'hydrogène. Il y a 12 atomes d'hydrogène. Et également la présence d'un atome de formule O, qui est l'oxygène. Il y a 6 atomes d'oxygène. La molécule de glucose est donc constituée de 6 atomes de carbone, 12 atomes d'hydrogène et 6 atomes d'oxygène. La molécule de glucose est constituée de 6 atomes de carbone de formule C, de 12 atomes d'hydrogène de formule H et de 6 atomes d'oxygène de formule O. Au niveau des muscles a lieu une transformation chimique modélisée par la réaction entre le glucose et le dioxygène. Cette transformation s'accompagne d'un dégagement d'énergie. L'équation de la réaction est C6H12O6 plus 6O2 donne 6CO2 plus 6H2O. Justifiez qu'il s'agit bien d'une transformation chimique. Alors, les espèces situées à gauche de la flèche n'ont pas la même formule que les espèces situées à droite de la flèche. Par contre, on retrouve les mêmes éléments chimiques, c'est-à-dire les mêmes atomes de part et d'autre de la flèche. Cette transformation se fait avec conservation des éléments chimiques, mais redistribution des atomes. Il s'agit donc d'une transformation chimique. La transformation se fait avec conservation des éléments chimiques et redistribution des atomes entre les réactifs et les produits. C'est une transformation chimique. Les réactifs sont le glucose et le dioxygène. Les produits sont le dioxyde de carbone et l'eau. En ce qui concerne la conservation des éléments chimiques, nous retrouvons 6 atomes de carbone du côté des réactifs et 6 fois 1, 6 atomes de carbone du côté des produits. 12 atomes d'hydrogène du côté des réactifs et 6 fois 2, 12 atomes d'hydrogène du côté des produits. 6 plus 6 fois 2, c'est-à-dire 6 plus 12, 18 atomes d'oxygène du côté des réactifs et 6 fois 2 plus 6 fois 1, 12 plus 6, 18 atomes d'oxygène du côté des produits. L'énergie chimique est convertie en énergie cinétique et en énergie thermique. Recopier et compléter le diagramme énergétique d'un muscle représenté ci-contre. Le muscle transforme l'énergie chimique en énergie cinétique
et en énergie thermique. Pour couvrir ses besoins énergétiques, l'athlète consomme une boisson énergétique. Durant 1 heure de course à pied, la dépense énergétique moyenne de l'athlète est d'environ 30 kJ par kg de masse corporelle. Une athlète de 65 kg court pendant 30 minutes. Déterminer le nombre de verres de boisson énergisante nécessaires pour couvrir la dépense énergétique, sachant qu'un verre de boisson énergisante apporte une énergie d'environ 335 kJ à l'athlète. Détailler le raisonnement. Durant 1 heure de course à pied, la dépense énergétique est de 30 kJ par kg de masse corporelle. Une athlète de 65 kg court pendant 30 minutes. Combien de nombre de verres de boissons énergisantes faut-il pour couvrir la dépense énergétique, sachant qu'un verre de boisson énergisante apporte une énergie de 335 kJ à l'athlète. Alors, la dépense énergétique moyenne de l'athlète est proportionnelle à la durée de course. Sachant qu'une heure de course nécessite 30 kJ par kg de masse corporelle, 30 minutes de course, c'est-à-dire 0,5 heures de course, nécessite 30 divisé par 2, c'est-à-dire 15 kJ par kg de masse corporelle. Une heure de course nécessite 30 kJ par kg. Une demi-heure de course va nécessiter 2 fois moins. 30 divisé par 2, 15 kJ par kg de masse corporelle. L'énergie dont a besoin l'athlète est proportionnelle à sa masse corporelle. Elle s'obtient en multipliant la dépense énergétique moyenne par la masse de l'athlète. L'énergie dépensée par l'athlète vaut grand E égale à la masse de l'athlète multipliée par la dépense énergétique. L'athlète pèse 65 kg. La dépense énergétique pour une demi-heure de course est de 15 kJ par kg. 65 multiplié par 15, cela nous donne 975 kJ. L'athlète dépense pendant sa demi-heure de course 975 kJ. Sachant qu'une boisson énergisante apporte une énergie d'environ 335 kJ, le nombre de verres de boisson énergisante nécessaires pour couvrir la dépense énergétique se calcule en divisant l'énergie dépensée par l'athlète par l'énergie apportée par un verre de boisson énergisante. Le nombre de verres de boisson énergisante nécessaires vaut grand N est égal à grand E divisé par 335, 975 divisé par 335, 975 divisé par 335, cela nous donne 2,9 que l'on peut arrondir à 3. Le nombre de verres de boisson énergisante nécessaires pour la demi-heure de course de l'athlète est donc égal à 3.